Bonjour, je suis ravie de vous revoir. Nous avions partagé un séjour à Saint-Aubin. Vous vous souvenez, c'était Return to Saint-Aubin. C'est un peu long, 6 heures de train. En même temps, nous sommes en 1908. Je perçois la calèche qui va nous emmener à notre hôtel. L'air sent bon la mer, ça sent les vacances. Nous avions ensuite échangé avec des amis sur le Saint-Aubin d'autrefois. Inspiration séquence 1, première prise. Ah, j'ai oublié une chose dont je voulais vous parler. Chose que vous ignorez sans doute. C'est ce qui a failli arriver à la terrasse du Clos Normand lors de l'occupation allemande. Encore cette terrasse, vous allez me dire. Mais attendez, vous allez être surpris. Non mais ça va pas! Les maisons du Castel, le syndicat d'initiative et la terrasse du Clos Normand, et puis quoi encore? Il était moins une et la terrasse y passait aussi. On l'a échappé belle. Mais nous nous sommes perdus de vue à cause du Covid. Maintenant que nous sommes à nouveau réunis dans le studio du photographe Sartoni, je vous propose de partir à la rencontre des photographes d'autrefois à Saint-Aubin. Ils ont immortalisé le patrimoine de Saint-Aubin et figé pour toujours les scènes de vie et les visages de nos aïeux. Ils sont Jules Bréchet, Albert Delaunay et Sartoni. Allons à Rebroustan. Balanéoptera musculus. Il ne s'agit pas d'une phrase d'un jeune sorcier que vous connaissez bien, mais d'une baleine. C'est dans la nuit du 14 au 15 janvier 1885 que s'est échouée cette baleine sur la plage de Luc-sur-Mer à l'endroit appelé Brèche du Moulin. Beau spécimen qui attira une foule venant par trains entiers de Caen et de toute la côte. C'est un certain Jules Bréchet, photographe installé à Caen, qui va immortaliser le cétacé. Nous allons l'appeler Jules si vous le permettez. Jules, donc, installe une succursale à Langrune-sur-Mer le 5 octobre 1883. Il photographie les groupes d'estivants sur la plage et écume la côte normande. Saint-Aubin bénéficie de son talent. Ces photos ont presque 140 ans. Comme le temps passe. Regardez bien ces clichés. Il n'y a pas de digue. Les villas sont construites au bord de la dune. Il n'était pas question à l'époque de réchauffement climatique et de vagues de submersion. Pourtant, après la construction de la digue, Albert Delaunay a été le témoin d'une violente tempête au début des années 1900 qui a détruit des maisons et des mètres de digue. Tout comme Sartoni, Jules photographiait également en studio. Les enfants et leurs familles, et même le père Caillot, personnage haut en couleur. Ces photos éditées en carte postale s'appellent des cartes de précurseurs. Celle-ci a été prise devant chez lui. À la mer, quand on n'a pas d'automobile, eh bien qu'est-ce que l'on fait? On y va à cheval. Eh bien nous en avons 4. 4 personnes, confortablement installées, avec leurs bagages, disposent de 6 litres d'essence pour parcourir 100 km à 70 km à l'heure de moyenne. Quelle voiture doivent-elles choisir? Accélération surprenante, grande maniabilité en ville, tenue de route impeccable, freinage instantané, brillante en montagne, 100 km à l'heure. Ces qualités étaient déjà celles de toutes les 4 chevaux, mais la nouvelle 4 chevaux 54 vous offre en outre plus de place, un chauffage efficace, un coffre à bagages très logeable. C'est à cette nouvelle calandre que vous reconnaîtrez la 4 chevaux 54 Renault.
L'année de mes 6 ans m'offre mon premier voyage. Je pars à la mer. Notre petit auto nous éloigne de la région parisienne par une matinée d'été ensoleillée. Je vais enfin découvrir cette mer que je ne connais que par les livres. Assis sur la banquette arrière, je scrute le paysage normand ou alternant les champs et les bois. Par la petite vitre, je vois défiler les prairies parsemées de bovins nonchalants. Et au travers de l'étroit pare-brise, je ne distingue toujours pas le bleu de la mer. La route me semble longue. Les arbres défilent, les champs de blé et de maïs se succèdent et je suis de plus en plus fébrile. Après quelques heures qui me paraissent éternelles, notre brave petit animal mécanique arrive à destination. Hésitant, il effectue un dernier virage et s'engage dans un passage à l'extrémité duquel se dessine le petit rectangle bleu que j'attends depuis si longtemps. Je me dresse sur mon siège. J'ai enfin la mer à portée de vue. Elle est là, immense et magnifique devant moi. Notre auto s'immobilise, je descends un peu engourdi, l'air vivifiant et parfumé emplit mes poumons. Nous sommes arrivés à Saint-Aubin-sur-Mer. C'est sûr, je reviendrai tous les ans. Lorsqu'elle se fâche, elle est debout, leurs cheveux en mêlent les embroussailles, et la foudre passe en ses yeux fous, soit cependant fidèle au rendez-vous. Rien n'est plus commun aujourd'hui que la photographie. C'est une forme d'image courante dans la presse ou sur les affiches publicitaires. C'est en outre une pratique massivement répandue dans la population. Pourtant, cette omniprésence n'est pas le résultat d'une expansion qui se serait déroulée à un rythme régulier depuis l'invention du procédé en 1839. Certes, les portraits photographiques se sont rapidement comptés par millions en Europe et encore plus aux États-Unis, mais leur acquisition n'a commencé à devenir accessible aux couches les plus modestes de la population qu'à partir de la fin du XIXe siècle. Les premiers appareils Kodak, conçus pour le grand public, apparurent sur le marché américain dès 1889, mais il fallut attendre les années 1960 pour voir les Français acheter en masse leur premier appareil photo. Posséder des photographies et surtout en réaliser soi-même sont des pratiques relativement récentes. L'adoption de la pratique amateur de la photographie n'a pas été un processus uniforme ni universel. Il convient de distinguer en particulier deux catégories extrêmes, les réfractaires et les pionniers. Certaines photos ont connu une diffusion élargie, les cartes postales. Il arrivait aux familles bourgeoises de recourir à ce mode d'impression pour diffuser leurs portraits collectifs à l'ensemble de leurs relations. Mais, plus souvent, l'initiative n'en revenait pas à la personne représentée. Celle-ci se trouvait incluse dans une scène entièrement agencée par un photographe professionnel chargé de photographier la plage, la digue ou un événement particulier. La digue ou la plage, nous pensons à un Saint-Aubin de cartes postales. Au tournant du XXe siècle, les coûts de production ont tellement baissé grâce aux progrès techniques que n'importe qui peut se faire photographier pour quelques centimes. Les photographes peuvent dès lors élargir leur horizon. Et c'est ainsi que la photographie de plage s'épanouit en représentant des familles en vacances ou dans divers lieux. C'est un extraordinaire répertoire de la vie au XIXe siècle. La carte photo était la variante bon marché de la carte postale, avec des tirages inférieurs à 10 exemplaires. Une douzaine de cartes postales valait 40 centimes et un café 10 centimes. La belle époque donne lieu aux constructions chapelières les plus extraordinaires, chargées de plumes, de faux fruits et de fleurs. C'est vers 1910, lorsque la silhouette générale se simplifie et s'amincit, que les chapeaux deviennent les plus larges et les plus imposants. Il y a aussi les ombrelles, accessoires indispensables pour compléter la panoplie de la femme élégante.
Les messieurs prennent du bon temps assis aux terrasses de café et les enfants jouent sur le sable. La belle époque, c'est celle des divertissements et de la séduction. Mais cette belle époque, qui s'étend de la fin du 19e siècle jusqu'au début de la Grande Guerre, est elle aussi belle que son nom le laisse penser. Pour un ouvrier qui gagne entre 10 et 20 francs par jour, prendre un café ou une bière le soir après sa journée de travail reste une dépense non négligeable. Pourtant, les terrasses sont pleines, l'alcool remplaçant parfois le repas. L'apéritif le plus populaire et le moins cher de l'époque est l'absinthe, soupçonné de rendre fou ceux qui en abusent. La consommation moyenne de vin est de 1 litre par jour. Ce n'est pas étonnant si le bistrot qui donne son nom à l'un des romans de Zola est l'Assommoir. C'est à l'été 1875 que Émile Zola choisit Saint-Aubin comme villégiature pour lui et sa femme qui avaient été gravement malades. C'est au 53 rue des Dunes qu'il loua une maison, aujourd'hui Villa Beau-Rivage. C'est durant son séjour à Saint-Aubin que Zola commence l'écriture de l'Assommoir. Voici ce qu'il écrit à son ami romancier Paul Alexis en août 1875. Je suis sur une plage perdue où j'ai dû conduire ma femme, qui avait été très malade à Paris cet été. Nous avons ici des temps superbes, des tempêtes, des jours de grand soleil, des nuits de Naples, des mers phosphorescentes, le tout coup sur coup brusquement. Jamais je n'ai vu un changement de décor plus varié. Par le temps gris, la mer est d'une immensité grandiose. Je commence à comprendre le pays que je trouvais d'une laideur abominable. Le matin, je fais ma lettre pour le sémaphore, puis je travaille, et le soir, je vais en compagnie de ces dames, m'asseoir sur le sable et regarder la mer monter. C'est stupide et charmant. Mes chers parents, me voici arrivé au Villa Belle Plage, l'annexe de l'hôpital complémentaire numéro 32, situé à l'hôtel de la Terrasse, à Saint-Aubin-sur-Mer, charmant village de la côte normande. Jamais la vie ne m'a paru si bonne qu'après ces 3 semaines d'enfer que je viens de vivre. Ce qui est le plus plaisant, c'est cette lumière nacrée et le calme. Car sur ces 21 jours, j'en ai passé 18 dans l'obscurité, la crasse, les poux, la boue. Et si je n'avais pas été blessé, à l'heure qu'il est, j'y serais peut-être encore. De Paris, nous avons embarqué dans un train avec les camarades. Partie de cartes, chansons, l'ambiance était détendue. Avec mon bras en écharpe, pas facile de tenir les cartes. Après avoir traversé la campagne normande, le train a stoppé à Saint-Aubin. Une foule nombreuse nous attendait à la gare. Les blessés qui ne pouvaient pas marcher étaient embarqués sur des automobiles ou des charrettes tirées par un cheval. Notre groupe a traversé le village à pied jusqu'ici. Mon camarade de chambre est aussi tranquille que moi, ce qui fait qu'on ne se fait pas de mauvais sang. Bien nourri, on contemple la mer qui arrive sous nos fenêtres. Un certain Sartoni, photographe, vient régulièrement nous prendre en photo avec nos infirmières et nos médecins. À chaque fois, c'est à qui s'allongera par terre pour la pause. Ce n'est pas évident d'avoir tout le monde sur le même cliché. Mais l'autre jour, il avait neigé pendant la nuit. Il y en a qui ont dû avoir froid derrière. Le grand luxe, c'est d'aller dans son atelier pour faire une photo en petit comité, devant sa toile qui représente la plage de Saint-Aubin. Je vous quitte en vous embrassant, votre fils bien-aimé. Pour les photographes des grands éditeurs tels que Berthaud Frères, BF, Léon et Lévy, LL, Artaud, Père et Fils, Gabi, CIM ou encore la Compagnie des Arts Photomécaniques, le travail de photographe est plus industriel. Il faut rentabiliser le déplacement des photographes. Cela signifie la prise de nombreux clichés en une journée. Prenons ce premier exemple réalisé par un photographe travaillant pour la Compagnie des Arts Photomécaniques. Sur ce premier cliché, il a fait un plan général plutôt classique. Sur le second, il s'est rapproché un peu. Sur le troisième, il s'est déplacé vers le centre de la plage. C'est là où cela devient intéressant. Regardez la jeune femme à droite de l'image. Elle semble dire un peu surprise.
C'est moi que vous photographiez? Sur cet autre cliché, encore elle. La photo en soi n'offre pas grand intérêt, pas sûr que cette carte postale eut un grand succès. Mais il fallait bien approcher la belle. Ça y est, le charme du photographe et l'attrait de l'appareil photo ont opéré. La jeune femme sourit, elle l'a suivie sur la digue, elle est conquise. C'est ce qui s'appelle une journée de prise de vue réussie. Un autre exemple, ce photographe travaille pour Berthaud Frères. Souvent, il y avait 2 prises de vue par sujet. Afin d'être sûr de ne pas rentrer avec un cliché raté, nous étions encore bien loin du numérique. Pourra-t-on conserver ces images numériques aussi longtemps? Quelle trace restera-t-il de ces tranches de vie après quelque temps? Sûrement rien. Panne dévastatrice, mémoire effacée, virus paralysant, système incompatible ou obsolète. Pêche à la crevette. Sur ces 2 images, même le chien a posé. Il y a les chiens renifleurs de truffes. À Saint-Aubin, il y a les chiens renifleurs de crevettes. Il y avait de petits malins qui, avec une seule photo, faisaient 2 cartes postales différentes. Il suffisait de changer la taille du tirage. Ce photographe, lui, s'est entouré d'une bande de copains spécialistes des travaux de sable. J'imagine ses directives pendant la prise de vue. Soulève le caillou ou fait semblant de chercher des crabes. Parfois, quand il y avait un événement, il fallait se partager la place et ne pas mettre la même légende sur la photo. C'est une question de bon sens. Après le noir et blanc, c'est la couleur. Au début réalisé à la main avec des pochoirs, pas probant le résultat. J'ai été photographe de plage, enfin ce qu'on appelait à l'époque photographe de plage, pour les nouvelles galeries. Pour ceux qui s'en souviennent de Saint-Aubin, c'était Photo Jeanne, qui était aux nouvelles galeries en fait. Jeanne était le gendre de la dame qui tenait les nouvelles galeries sur la digue. On arrivait le matin vers 10h du matin, on était 2, et on écumait la plage, on photographiait tout ce qu'on voyait sur la plage, et on donnait un ticket. Les gens, avec le ticket, allaient regarder le négatif. Ils ne développaient pas, hein. Ils tiraient simplement à la commande. Et puis ils regardaient, les gens, oui, bah, je la prends, non, je la prends pas, la petite est pas bien. Le seul inconvénient qu'il y avait à faire ces photos, c'est que tu étais payé à la photo vendue. Alors je faisais le deal du 1er juillet, si tu veux, c'était vraiment vous arrosez, vous arrosez, vous arrosez. Donc on faisait à peu près une 12aine de pellicules le matin et une 20aine l'après-midi. Bah, ça allait vite, hein. À l'époque il y avait beaucoup de monde à Saint-Aubin l'été. Il y avait tous les trous, tous les parasols, tous les gens sur la digue, donc et puis chaque photo tu l'as doublée automatiquement. Donc toc 2 fois, ce qui fait qu'on avait à peu près l'un et l'autre 35 pellicules par jour. Alors tu vois, tu multiplies ça par 90. Et ces négatifs, ils sont devenus quoi? Je pense que ça soit Carlos, qui lui faisait la même chose, mais un peu plus loin sur la digue, ou Jeanne, ou tous ceux qui ont pu le faire sur les plages, je pense qu'à la fin de la saison, il devait foutre les négatifs à la poubelle. Hein. Je vois pas ce qu'ils pouvaient en faire. Hein. Les gens n'ayant pas réclamé les photos, puis il y avait des périodes où on avait beaucoup de boulot. Alors on avait la retraite au flambeau, où il fallait se trimballer avec le flash énorme en bandoulière. Les corsos fleuris, les concours de sable, entre autres. Il fallait que tu fasses, quand il y avait 80 gamins, parce que c'était bien le nombre qu'il y avait à faire des châteaux de sable, c'était 2 photos à chaque fois, donc tu faisais tout le truc, et tu donnais... Alors, c'était assez marrant, parce que les gens regardaient d'abord celles de Carlos ou celles de Jeanne, et puis ils allaient voir l'autre après, puis « Ah ben non, je préfère celle-là, je préfère celui-là ». Sartoni et Delaunay ont bien archivé les concours de sable. Je revois, comme en un kaléidoscope, d'innombrables châteaux crénelés, au front des ondes d'algues ou de varech, des tortues, des lièvres rapides, des lions superbes et généreux.
C'est en ces termes qu'Yves Dartois, journaliste au Figaro, se félicite en septembre 1953 de l'éclatant succès de la saison des concours de sable. Les règles sont les mêmes sur toutes les plages et le directeur local de l'épreuve, 9 fois sur 10, est le professeur de sport. Répartis en 3 catégories selon leur âge, les enfants ont 2 heures pour édifier un ouvrage de sable sans aucune aide extérieure et avec seule matière première que l'on trouve sur la plage. Sable de qualité variable, algues et coquillages. Les thèmes des ouvrages sont imposés et varient selon les années. Tour à tour apparaissent des châteaux féodaux, animaux marins ou terrestres, illustrations des fables de La Fontaine, villas enchanteresses ou panneaux décoratifs sur lesquels doit obligatoirement figurer le mot Figaro. À la demande des parents, le concours s'ouvre aux grandes personnes en 1952 avec pour thème les églises de France. Delaunay a tenu boutique rue Gambetta. On voit encore quand on passe rue Gambetta sur le mur photo plage. Photographier en studio présente bien des avantages. Maîtrise de la lumière, du cadrage et pas d'aléas météorologiques. Sartoni avait comme autre corde à son arc la peinture. Nous le voyons là en pleine création d'une toile de fond. Sur la toile représentant la plage côté ouest, il y avait le choix entre plusieurs possibilités. Sans artifice, avec de faux rochers ou à bord d'un bateau. Des accessoires venaient agrémenter l'ensemble. Une chaise, un filet de pêche, voire un jouet afin de permettre à un jeune enfant de garder la pose sans s'impatienter et sans bouger. En effet, le temps de pose de la chambre photographique était assez long, et si l'on bouge, c'est flou. La photographie de studio permet à des sœurs d'être sur la même photo. C'est tante Germaine qui va être contente de recevoir ce cliché. Le petit Firmin va enchanter ses grands-parents. Et Madame Gauthier, n'est-elle pas majestueuse avec son grand chapeau? Parfois, c'est à bord d'une coquille de noix que l'on embarque pour la séance photo. Normal, nous sommes à Saint-Aubin, au bord de la mer. C'est grand frère Jérémy qui rame. Moi, je suis trop petite. Toute la représentation, aussi bien saint-aubinaise qu'estivante, est heureuse d'avoir son portrait. Saviez-vous qu'il y avait autrefois une piste de décollage pour s'envoler dans les airs depuis la digue? Génial, n'est-ce pas? Revenons-en au décor de plage. Parfois, il y avait toute la famille. Grand-père Henri, grand-mère Madeleine, oncle Saturnin, tante Léontine, tante Germaine et son mari, et la nounou. Papa, maman, les cousins Victor-Paul, Arsène, Gaston, et moi, Marguerite. Il y a tellement de monde que ça déborde du décor. Celle-ci aussi est bien chargée. Les Gauthier, leurs voisins de cabine côté Langrune, la famille Dumont et les Châtelet côté Bernières.